Alors la mandoline, mais il en existe de plusieurs sortes. Il y a les mandolines professionnelles qui sont généralement toutes en inox. Alors, il faut Et quand qui... même dire, Guy, que c'est pas l'instrument de musique, hein. Ah non, 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 non. Chers amis, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bonsoir Guy. Bonsoir Claude, bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Voilà, nous avons le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode avec des informations toujours très richement expliquées par notre ami Guy, voilà, qui va nous parler crème glacée sans sucre pour les diabétiques, qui va parler un peu du Michelin, et voilà. Hein. Guy, On s'il va te plaît. commencer. Voilà, allons-y. Alors j'ai été interpellé, chers auditeurs, il y a maintenant une semaine et demie, parce que comme vous le savez, nous n'enregistrons pas tous les jours, hein, donc Oui. il y a parfois un petit peu de temps, et c'est ce qui nous permet d'avoir de l'actualité, sinon nous n'en aurions pas si c'était tous les jours. J'ai été interpellé par un article qui disait ceci: le lancement de la crème glacée de l'année 2024, la crème glacée de l'année, donc c'est quand même, et encore en plus pour l'Europe. Bon, donc évidemment, ça a attisé ma curiosité. Et en lisant l'article, je me rends compte que la fameuse crème glacée a été lancée dans un établissement pour, je dirais, chez un grossiste pour produits de pâtisserie, de boulangerie et de restauration, que nous connaissons bien, Claude, puisque nous y sommes allés, Oui. et que cet établissement a fait donc la promotion de cette fameuse crème glacée, lancée en grande pompe, et qui est, devinez, une crème glacée à la gaufre de Liège. Alors, je ne Hmm. suis pas certain, même si tout le monde aime bien les gaufres de Liège, enfin, beaucoup de monde aime bien les gaufres de Liège, surtout en Belgique d'ailleurs, et même aussi à l'étranger, puisque Oui, je pense qu'elles partout, ont un hein. certain succès en France, Oui, oui. à ne pas confondre avec la gaufre de Bruxelles, qui est tout à fait différente, hein, n'oublions Bien pas. sûr, Il n'y a mais pas le c'est même nombre de trous, il n'y a pas la même forme, hein. Les gaufres de Bruxelles sont rectangulaires, les gaufres de Liège sont ovales, hein. absolument. Et les gaufres de Bruxelles sont, je dirais, «nature» entre guillemets, tandis que les gaufres de Liège sont caramélisées, aromatisées à la cannelle, hein. Attention, faut Voilà, pas se chers amis, tromper. ne faites attention à ce que, hein. Attention à ce qu'on fait, hein. Et alors une gaufre de Liège se mange de préférence chaude ou tiède, la gaufre de Bruxelles éventuellement aussi. Mais alors c'est une hérésie en Belgique de demander une gaufre de Liège et de la faire garnir, hein, Hmm. parce qu'elle se suffit à elle-même, tandis que la gaufre de Bruxelles, on ajoute aussi bien de la chantilly que des fruits, frais ou pas, que de la crème glacée, des sauces. Bon voilà, ne nous trompons pas. Et Nous alors ne je sommes pas rappelle quand même à chauvins, nos... nous ne sommes pas chauvins en Belgique. Non, 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 pas du tout, loin de nous. Et alors surtout, heu, chers amis français, si vous venez en Belgique et que vous voyez, je dirais des établissements qui vendent des gaufres, ne demandez jamais une gaufre liégeoise, hein, ça n'existe pas. On dit une gaufre de Liège et pas une gaufre liégeoise, hein. Et là, sinon on reconnaîtra que vous n'êtes pas du pays, hein. On dira: «Ça, c'est encore des Français qui viennent et qui savent pas parler». Donc la gaufre de Liège. Donc je suis pas certain qu'ils vont arriver à pouvoir, je dirais, convaincre tous les pays d'Europe de réaliser des gaufres, des une glace à la gaufre de Liège. Et il y avait un petit onglet recettes, donc je suis allé voir, et qu'est-ce que je vois? Ben, on doit prendre du lait. Alors on doit prendre un produit de base qui sert à faire les glaces. On doit prendre un arôme qui sert à donner le fameux goût gaufre de Liège. On doit turbiner. Quand la glace est prise et qu'on la met dans le bac, on doit ajouter des brisures, des petits morceaux de véritable gaufre de Liège, bien entendu, qui vont faire des inclusions dans la glace. Et puis lorsqu'on sert, on doit napper la glace avec un topping, c'est-à-dire une sauce aromatisée gaufre de Liège. Alors là, j'étais un peu fâché parce que je me suis dit: encore un coup de marketing de l'industrie agroalimentaire, hein, et je partais du principe qu'on sait quand même faire de belles glaces sans avoir recours à tous ces produits. Hmm. Et alors, sans savoir que c'était cette marque, je l'avais utilisée quand je travaillais dans une pâtisserie un jour, où le patron avait dit: «Bon, ben, on doit faire une pièce montée en glace pour un mariage. On n'a pas le temps de faire, la base, la crème anglaise et cetera». Il a ouvert une grosse boîte de conserve, il a mélangé du lait avec, il a turbiné, et la glace était, ma foi, je dois reconnaître, très bonne. Alors, je suis allé voir sur leur site, donc le site de la firme Colac, qui est une firme belge, ce que je pensais bien au départ.
Et je vois qu'en 1980, bon, dans notre histoire, tout a commencé en 1980. Colac voit le jour. Elle est la première au monde à commercialiser une pâte à crème glacée unique qui sert de base à une crème glacée en boule de haute qualité. Et je dois reconnaître que le produit est quand même qualitatif, hein. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors quand on va voir, dans le fond de la page de leur site, il y a des recettes. Donc je suis allé sur l'onglet recettes et je me rends compte que toute une série de recettes, parce qu'il y en a énormément, vraiment énormément, sont des recettes. Par exemple, je vois crème glacée au caramel sans sucre. Alors je connais cette glace au caramel sans sucre parce qu'elle est commercialisée entre autres par une chaîne de magasins qu'on trouve essentiellement en Belgique, peut-être qu'on n'en trouve pas en France. Et cette crème glacée, je dois reconnaître qu'elle est particulièrement agréable. Très très bonne, très goûteuse, très moelleuse, enfin bon. Ça fait quand même des années que je me disais, mais quand est-ce qu'une firme va au moins essayer de commercialiser des produits de base pour la crème glacée qui sont accessibles aux diabétiques? Et je me rends Mmh. compte que cette firme vient en fait de commercialiser, peut-être qu'elle le fait déjà depuis un certain temps et je l'ignorais, des produits de base pour crème glacée et aussi des produits de base pour les sorbets, qui ne contiennent pas de sucre et qui sont donc permis pour les diabétiques. Alors on sent évidemment que le vent tourne. Je m'étais adressé à mon pâtissier, favori et j'avais demandé, je dis: «Mais tiens, quand est-ce que vous allez refaire de la glace sans sucre?» «Ah mais nous n'en avons jamais fait». Mais je dis: «Si». Bon, j'ai demandé à ma sœur qui était mon témoin dans cette histoire-là, chez elle, je dis: «On a quand même bien commercialisé là-bas de la glace sans sucre, il y en avait», je dis: «à la vanille et au café». Elle me dit: «Oui, tout à fait», qu'elle dit, hein. Et dans l'établissement, on m'a prétendu que non seulement on n'en avait jamais commercialisé, mais qu'en plus, on ne le ferait jamais. Ce à quoi j'ai répondu: «Beh, écoutez, actuellement, il y a 5 de diabétiques, bientôt il y a 10, beh, effectivement, maintenant, on vient d'atteindre la barre des 10 de diabétiques en Belgique, hein. Donc c'est quand même énorme quand on se rend compte que dans une population de 12 millions d'habitants, il y a plus d'1 million de personnes qui sont concernées par le diabète. Mmh. Alors 10 de clientèle, c'est quand même une Pas mal. fameuse, proportion à chouchouter. Oui. Je pense qu'on va y arriver parce que ça ne va pas s'arrêter en aussi mauvais chemin. Mmh. On annonce que d'ici 15-20 ans, ce n'est pas, je dirais 10 de diabétiques qu'il y aura, c'est peut-être 15 ou 20 ou 25. Donc j'étais étonné que les firmes de l'agroalimentaire ne se décarcassent pas un petit peu pour pouvoir, je dirais, satisfaire à cette clientèle qui va aller croissant de toute façon. Mmh. Donc je dis maintenant, beh, chapeau à la firme Colac qui a mis sur le marché des produits. Il reste à convaincre maintenant, je dirais non seulement les industriels ont commencé à se laisser convaincre, mais surtout les artisans de pouvoir utiliser ces produits, hein, et ça, c'est encore une autre paire de Do manches. donc il y a eu un lancement en grande pompe de ces produits-là Ah, en tout cas, il y a eu le lancement, non pas de tous ces produits-là, mais et le de celui-là, lancement de de la celui-là. crème glacée au parfum de gaufres de Liège, hein, Voilà. c'était celui-là. Donc le produit était relativement nouveau. Alors, en Belgique, la gaufre de Liège est vraiment extrêmement populaire au point que toute une série de choses se déclinent à la gaufre de Liège. Par exemple, il y a ce qu'on appelle du Péquet gaufre de Liège. Alors du Péquet, qu'est-ce que c'est? C'est du gin, c'est du genièvre, hein. Mmh. Et alors chez nous, on aromatise les genièvres à plein de choses, hein, à la violette, au cuberdon, au spéculoos, à la vanille, à l'orange, au citron, heu, aux fruits rouges, aux fruits noirs, aux fraises, aux framboises, au cassis, à tout ce qu'on veut. Et il existe même un Péquet à la gaufre de Liège. Alors j'en ai acheté parce que je voulais, ne pas mourir idiot et effectivement, c'est un alcool qui sent la gaufre de Liège. Mmh mh. Alors, je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'on fait macérer les gaufres de Liège dedans? Ou est-ce qu'on ajoute tout simplement du sucre caramélisé, avec un peu de cannelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça sentait la gaufre de Liège. Ah oui. Ah, étonnant. Et beh, oui, on peut faire des cocktails, on peut faire, D'accord. par exemple, bon, vous avez un cocktail classique qui est l'Alexandra, hein, qui est un cocktail à base de Oui, crème fraîche et de liqueur de café et de absolument. cognac. Oui. Bon, ben, il suffirait de remplacer tout simplement, heu, la liqueur de café par du Pékin à la gaufre de Liège, garder le reste et vous avez un cocktail d'après-repas assez intéressant. Donc voilà, chers amis, c'était le coup de gueule gentil de Oui, parce que Guy j'ai modifié mon coup de gueule, en fait. par rapport à ces nouveaux produits pour diabétiques. Vraiment très intéressant. Bon, alors Guy, veux-tu nous parler maintenant de la manière du guide Michelin français et dont la manière dont les étoiles sont attribuées, qui sont Oui, sont ça un m'a peu interpellé.
un peu, oui, un peu difficile à comprendre. Ça m'a interpellé. Alors bon, j'avais, disons, déjà discouru du guide Michelin Belgique il y a quelques épisodes, là, de Bah, l'autre la semaine épisode. dernière. Hein, oui, mais quand nos éditeurs vont nous écouter, peut-être que ce ne sera Oui, pas dans cet ordre-là, donc oui, oui, oui. on ne sait pas trop, mais enfin voilà. Mmh, Donc mmh, le guide Michelin France vient de sortir. Il existe toujours en version papier, le guide Michelin mmh, mmh, France. mmh. Et on attribue, bien entendu, des étoiles aux établissements. Il y a toute une série d'établissements qui viennent d'acquérir une première étoile. Il y en a un peu moins, évidemment, qui viennent d'en acquérir une deuxième. Donc là, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, si j'ai bien compté, sept ou huit. Et puis, il y a des établissements qui viennent de se voir attribuer les trois macarons, les trois étoiles, parce que macaron et étoile, c'est à peu près la même chose. Mmh. Hein, c'est une manière de parler. Il y a un établissement qui se trouve à Paris, qui est la réserve Paris, donc le Gabriel, et puis il y a le Castellet, la table du Castellet, qui se trouve donc à la Côte d'Azur. Alors, c'était concernant cette deuxième 3 étoiles, si je puis dire, ce deuxième établissement qui a 3 étoiles, que je voulais réagir. Alors, les articles étaient très, très, très élogieux, vraiment extraordinaires, hein, concernant ce jeune chef. Hein, donc, on nous parle d'un jeune chef qui s'appelle, je Fabien, recherche son nom parce que Fabien Ferret. je l'ai sous les yeux, voilà, qui vient à 35 ans de se voir attribuer 3 étoiles. On Mmh. dit qu'en 30 ans, que c'est la troisième fois seulement que ce prodige est Cet arrivé. événement. Cet événement est arrivé. Mais en lisant un peu plus, je me suis rendu compte qu'en fait, ce jeune chef était le second de cuisine de l'établissement et que le chef principal, le titulaire du poste, venait de partir et venait de s'en aller pour aller voguer vers d'autres cieux. Et donc, en fait, le second de cuisine a repris les rênes de l'établissement et il a récupéré une troisième étoile. Ce n'est pas vraiment la même chose que s'il était parti de rien Absolument. et qu'il s'était vu attribuer 3 étoiles d'un coup. Là, il faudrait reconnaître que c'était quand même extraordinaire. Ça n'enlève Alors, rien, hein, bon. ça n'enlève rien à ses qualités, hein. Oui, S'il a oui, 3 étoiles, c'est qu'il les mérite. C'est pas ça que je veux dire. C'est oui. dans la manière dont Michelin travaille. Alors, dans certains cas, on va plutôt récompenser un chef, dans d'autres cas, on récompense un établissement. Mmh. Dans certains cas, lorsque le titulaire de la cuisine s'en va, on retire une étoile, dans un autre cas, on n'en retire pas. Et là, on se demande, mais où est la logique? Hein, on a un peu de Mmh. mal. Mmh. Parfois, on retire des étoiles à des établissements qui ont vraiment pignon sur rue, et je pense ici à un établissement que je connais bien pour y être allé, c'est la Tour d'Argent à Paris, hein. Ce Mmh. fameux restaurant qui donne depuis le cinquième étage sur le chevet de Notre-Dame et l'île de la Cité et sur le pont des Tournelles. Bon, cet établissement, à l'époque où Claude Terrail était aux commandes, hein, c'était le propriétaire de la maison, euh, les recettes étaient quasi inamovibles, hein. Il y avait le foie gras des trois empereurs, il y avait des filets de sole cardinal, c'était d'ailleurs ce que j'ai mangé. Ensuite, du canard sous une forme ou sous une autre, dont le fameux et le prestigieux et le très célèbre canard au sang qui était terminé devant le client. Tous les canards sont numérotés. Mmh. Euh, on a à un moment donné dit à Monsieur Terrail, écoutez, c'est bien beau votre établissement, il est formidable, mais on va vous retirer une troisième étoile parce que vous ne changez pas les recettes. Bon, mais on allait à la Tour d'Argent, pourquoi? Mais pour manger justement les plats que je viens de citer, qui avaient fait sa renommée, et qui sont, je suis allé vérifier, aujourd'hui encore, la carte de l'établissement. Ces plats sont toujours à la carte de l'établissement, le fameux foie gras des trois empereurs, et les filets de sole cardinal et le canard sous une forme ou sous une autre. Mmh. Ensuite, on lui a retiré encore une deuxième étoile, bon, ce qui a malheureusement, je dirais, effondré le malheureux Claude Terrail, voir de son vivant qu'on lui retirait 2 étoiles, il n'en restait plus qu'une. Bon, à l'inverse, et je n'ai encore une fois rien contre la personne, bon, Paul Bocuse est décédé, Paul Bocuse ne travaillait plus en cuisine depuis, disons, déjà de très longs mois, si pas des années. Mmh. Il avait entendu des gens extraordinaires, tant en salle qu'en cuisine, des meilleurs ouvriers de France. Donc, que Paul Bocuse soit là ou pas là, ça ne changeait absolument rien à la Oui, qualité de l'établissement. oui, Mais une oui. fois que Paul Bocuse est décédé, on retire des étoiles. Quelle différence y avait-il entre la carte, je dirais, la veille du décès de Paul Bocuse et la carte au lendemain ou au surlendemain du décès de Paul Bocuse? C'était Mmh. toujours la même carte et la même qualité. Mmh. Et on perd une étoile. Pourquoi? Alors, à l'inverse, on va prendre le cas du restaurant Trois Gros, que nous connaissons bien, Mmh. Claude, pour avoir d'abord
côtoyé Monsieur Troisgros et moi pour y être allé J'y nombre suis de allé fois. aussi, oui. J'y suis allé, je crois que j'ai compté, j'y suis allé 13 fois. Mmh. Bon, heu, il y a eu une passation de pouvoir. Il y a d'abord eu la perte du premier frère, des frères De Troisgros, gens, bon, oui. de Mmh. Jean Troisgros, qui Mmh. apparemment, d'après son frère Pierre, était vraiment la cheville ouvrière, au fourneau. Bon, on n'a pas retiré une étoile parce que, je dirais, Jean Troisgros est décédé. Ça me Mmh. paraît logique, l'établissement n'avait pas changé non plus. Mmh. Et puis lorsque Pierre a pris sa retraite, c'est son fils qui a repris les rênes, on n'a pas retiré d'étoile. Pourtant, Non. le chef titulaire s'en va. Et puis Mmh. maintenant, le fils, de Pierre, Le est fils de Michel, également, le fils de heu, Michel César. oui, mais le fils de Pierre est parti, c'est ça que je voulais dire. Oui, Donc, oui, oui, Michel Michel, oui. vient donc de faire un pas de côté. C'est son donc finalement le petit-fils de Pierre qui a repris les César, commandes. oui, oui. On n'a pas retiré d'étoile non plus. Alors, dans quel cas retire-t-on une étoile? Est-ce que parce que quand c'est dans la famille, on la garde? Et là, par contre, j'ai un contre-exemple. Il y a, le Comme chez soi à Bruxelles. Bon, Pierre Weynan, ça fait 3 étoiles. Il a décidé de prendre sa retraite. Il a cédé l'établissement à sa fille qui est en salle et son beau-fils qui est en cuisine. Là, on a retiré une étoile et maintenant on vient également d'en retirer une deuxième. Alors en prétextant que la carte ne se renouvelle pas suffisamment. Alors je Mmh. suis un peu dubitatif parce que comme c'est un jeune chef, il a quand même mis à la carte des plats disons de son cru si je peux dire. Mmh. Par contre, on a laissé à la carte toute une série de plats qui étaient des plats emblématiques, des plats signatures de la maison. Et Ouais, ils ont réagi de la manière suivante quand, le Michelin leur a dit: «Écoutez, on vous retire, une seconde étoile sur les 3, donc il ne vous en restera plus qu'une». Ils ont dit: «Écoutez, nous faisons de la cuisine pour nos clients. Quand nos clients viennent nous voir, viennent s'asseoir chez nous, ils veulent garder des préparations qui ont fait, je dirais, les grandes heures de la maison. Ils veulent garder certaines préparations qui certes sont à la carte depuis 30 ou 35 ans ou 40 ans, mais ils nous les demandent». oui. Et je crois alors ils ont dit: «Nous cuisinons d'abord pour nos clients avant de cuisiner pour un guide, qu'il soit, Michelin ou qu'il soit, n'importe lequel d'autre». Heu, Quelle est la bonne formule? Quelle est je ne sais pas et on peut déplorer que Michelin ne soit pas logique finalement. Oui, Il y a qu'on ne voilà. connaisse pas la manière dont il travaille. Alors on ne sait pas comment ils travaillent, mais on ne Mmh. sait pas dans quel cas ils vont retirer une étoile et dans quel cas alors surtout que leurs prétextes ne sont pas toujours les bons, dans le sens où Oui, ils ne oui, sont pas les mêmes, ne toujours, sont oui. pas les mêmes. Mais en tout cas, Ouais. dans certains cas, on emploie le prétexte pour retirer une étoile, dans d'autres cas, la raison est là et on ne retire pas l'étoile, voilà, tout Mmh mh. simplement. Tout C'est à fait. c'est c'est vraiment difficile, de s'y retrouver avec Michelin. Bon, si on pouvait avoir, des gens de guide Michelin qui Si pourraient un nous jour des gens du éclairer, guide Michelin daignaient nous adresser la parole et que nous puissions les interroger, bon, ce serait nous génial, mais serions très contents. nous serions très contents, voilà. Bon, voilà. Je crois que la notoriété viendra dans notre site le jour où Oui, quelqu'un de chez Michelin acceptera de nous causer, comme on dit, hein, voilà. absolument. Guy, par quoi continuons-nous? Alors, mais nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis un petit temps. C'est de parler de ce que j'appellerais, bon, les gadgets, mais gadget est un mot un peu péjoratif. Les gadgets en cuisine. Je veux dire par là, en fait, tous ces petits outils, tous ces petits instruments qui peuvent soit se révéler magnifiques, et très intéressants à l'utilisation, soit des pertes d'argent, à ne pas consentir, tout Alors, simplement. telle l'assiette que l'on voit Telle l'assiette qui est là ici. derrière, voilà, tout simplement, dont je vais parler après. Alors Absolument. Claude, je vous laisse l'honneur de nous citer, le premier article avec lequel nous allons commencer. Alors donc, nous allons commencer par, cette assiette presse-ail. Oui, mais alors on va d'abord parler du pressail traditionnel, hein. Voilà. Voilà, le pressail traditionnel, bon, en quoi ça consiste? C'est une espèce de pince et il existe plusieurs modèles, hein. C'est une espèce de pince qui est munie d'un côté je dirais d'une palette poussoir et de l'autre côté d'un petit récipient, perforé. Généralement, c'est sous forme d'un petit cylindre, ça Oui, existe, sous plusieurs formes. Un petit cylindre qui est perforé avec des trous. Alors oui, on épluche les gousses d'ail, on met une ou 2 gousses d'ail dans le petit cylindre et puis avec le côté plat, on va appuyer, on va serrer de manière à exprimer les gousses d'ail au travers donc des petits trous. Alors ça, c'est le presse-ail traditionnel. Ça coûte, quelques euros, hein, 7, 8, 10 €, parfois un peu plus, ça dépend un petit peu du presse-ail. Personnellement, alors il y en a un autre il y a plusieurs modèles, hein. Alors
Personnellement, je n'aime pas beaucoup le pressail parce qu'en fait, le gros problème, c'est le nettoyage du pressail, hein. Très compliqué. C'est très compliqué. Vous Oui, devez idéalement déboucher chaque petit trou. L'ail contient des fibres, la gousse d'ail contient des fibres qui vont invariablement aller boucher les trous et qui vont rester dans les trous. Donc on est obligé de prendre une brosse à vaisselle. Quand on arrive à, je dirais, faire passer les poils de la brosse à partir de l'extérieur vers l'intérieur, on arrive à retirer les crasses. Par contre, à ce moment-là, on n'arrive pas avec la brosse à vaisselle à aller à l'intérieur pour nettoyer. Donc c'est assez compliqué. Donc on a inventé à ce moment-là un autre type de pressail. Là, ce n'est plus un petit cylindre, c'est un petit cube. Et vous avez une partie qui est amovible. En fait, la partie perforée peut être enlevée et peut être, je dirais, nettoyée plus facilement. Mais ça reste quand même relativement compliqué, hein, parce que de nouveau, vous avez cette petite palette perforée qui s'encrasse facilement. Alors, l'autre désavantage, c'est que si vous ne nettoyez pas correctement, vous avez des résidus, et à un moment donné, si vous ne vous servez pas de votre pressail très régulièrement, ça va jusqu'à rouiller. Bon, à ce moment-là, vous pouvez tout jeter. Donc ce n'est pas très facile. Alors, comme pressail, il y a encore autre chose. Il y a encore une espèce de poignée, j'ai vu ça sur internet, je ne l'ai pas acheté, mais bon, des pressails traditionnels, j'en avais, y compris les 2 modèles. Alors, une espèce de poignée que l'on prend dans la main et le côté qui se retrouve sur la planche ou sur le plan de travail est une espèce de grille avec laquelle on va écraser, je dirais des gousses d'ail qui sont posées à plat sur la planche. Donc on va effectuer un mouvement de rotation avec le poignet sur les gousses d'ail. Les gousses d'ail vont donc, passer au travers de la grille et on récupère la purée d'ail à l'intérieur de la poignée. Alors, bon, je n'ai pas dit que ce n'était pas efficace, hein, certainement que c'est très efficace, mais alors là, pour le nettoyage, puis quel bazar! L'ustensile est relativement gros, quand on doit presser une seule gousse d'ail, bon sang de bonsoir, mais on en a la moitié qui est perdue, quoi. absolument. Donc, les pressailles, je suis pas très, 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 très chaud. Et puis, il y a quelques années, je suis allé dans une foire, c'était la foire des arts ménagers à Bruxelles, et je vois un bonimenteur qui tient un stand, hein, et qui haranguait les passants dans les couloirs. Et qu'est-ce qu'il vendait, ce bonimenteur? Mais il vendait des petits objets, des articles de Provence, dont la petite assiette que vous avez là derrière, Le rap ail. le rap-ail. Alors, c'est Voilà. une assiette qui a la taille d'une petite soucoupe, qui a été, je dirais, agrémenté au moment de sa fabrication lorsque la pâte, avant cuisson est encore, très souple et malléable. On donne des petites, encoches dans la pâte de la faïence, hein. Ensuite, on va, vernir, l'assiette dans des couleurs généralement très chatoyantes. On va cuire tout ça et puis qu'est-ce qu'on a? On a une assiette avec des aspérités plus ou moins, je dirais, prononcées, et la démonstration était flagrante. Vous prenez une gousse d'ail nettoyée, vous râpez en tournant, hein, vous râpez en tournant la gousse d'ail sur cette petite assiette et vous avez une purée d'ail géniale et vous savez utiliser toute la gousse d'ail et vous n'avez pas de perte. Mmh. Alors, le nettoyage est extrêmement facile parce qu'une fois que vous avez récupéré en faisant glisser avec le bout de votre doigt, parce que vous ne risquez pas de vous blesser, je tiens à vous rassurer, hein, Oui, oui. vous ne risquez pas de vous blesser, vous faites glisser la purée d'ail au bord de l'assiette, vous l'utilisez. Et puis vous passez tout simplement la petite assiette sous l'eau courante, vous brossez avec une brosse à vaisselle traditionnelle, vous essuyez, puis vous laissez sécher pour le peu d'humidité qui pourrait encore rester et c'est génial. Alors en plus, on vous fait souvent un prix, parce qu'on vous vend l'assiette en question avec un petit pot dans lequel vous pouvez mettre votre ail à conserver, hein, c'est-à-dire à conserver Mmh. dans la cuisine. Mmh. C'est généralement très joli, c'est décoré et c'est souvent en adéquation au niveau des couleurs. L'assiette, reprend les couleurs du petit pot en question qui est muni de trous pour éviter que les gousses d'ail enfin que les têtes d'ail ne moisissent et un petit couvercle, c'est génial. Et puis, comme les bonimenteurs savent y faire, on vous vend en même temps l'épluchaille. Est-ce que vous Voilà, avez vu épluchaille. l'épluchaille? Oui. C'est une espèce de cylindre d'une dizaine de centimètres de long sur, 3-4 centimètres de diamètre, qui est fait dans une matière synthétique, un genre de mousse de silicone. Alors vous mettez là j'étais aussi tout à fait, surpris, stupéfait, mais dans le bon sens du terme. Vous mettez 4 ou 5 gousses d'ail, ou même une seule évidemment, mais enfin 4 ou 5 gousses d'ail à la fois sans problème dans ce cylindre et puis avec la paume de la main, le plat de la main, vous faites rouler, ce cylindre sur le plan de travail et par magie, après, 10 secondes,
vous le secouez, hein, vous le mettez à la verticale, vous avez les gousses d'ail qui tombent et elles sont épluchées. Et quand on sait le temps qu'on met pour éplucher une gousse d'ail, on se rend compte que c'est vraiment, quelque chose d'utile. Alors, question prix, on est aux environs d'une dizaine d'euros, donc Oui. pardon, le prix est similaire finalement à celui du pressail traditionnel avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'ennuis à l'utilisation Mmh. et je dirais que pour moi, c'est vraiment un maître achat, dans ce que j'appelle les gadgets ou les petits outils de cuisine dont on peut avoir besoin. Alors Et attendez, ce n'est pas terminé. pardon, pardon. Ah, ce n'est pas terminé. Lorsque je fais mes courses, je regarde dans tous les rayons, il y a toute une série de magasins qui sont, je dirais, spécialisés dans l'intérieur, hein. On y vend aussi bien, des fleurs artificielles que des accessoires pour accrocher ses tentures, que des planches, de toilette, des porte-savons, ainsi que toute une série d'accessoires de cuisine. Et j'ai été attiré par des petites palettes et des petites cuillères en métal, c'était en inox, qui ont exactement le même rôle que la fameuse assiette à, écraser la purée d'ail. Mmh Donc mh. ce sont des il y a donc une cuillère, en acier, dont l'intérieur du cuilleron est garni de petites Mmh. pointes, similaires, sur lesquelles vous pouvez passer l'ail et il existe, des petites palettes plates cette fois-là et non pas en forme de cuillère, qui sont munies des mêmes pointes et ça existe dans plusieurs couleurs. Ça existe entre autres version inox et version dorée. J'ai vu les 2 versions et alors Mmh. c'est aussi d'un prix très, 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 très intéressant. C'est quelques euros, hein. Alors si vous allez sur internet, vous verrez, ça varie entre 3 et 7, 8 € pour ce petit appareil. Donc pour ceux qui préféreraient ne pas utiliser une matière de type, porcelaine et qui préfèrent utiliser de l'inox parce que ce sera quand même plus facile à nettoyer et puis l'autre avantage, c'est que si l'assiette en porcelaine vient vous échapper des mains à tomber par terre, Mmh. elle est cassée en plusieurs morceaux, elle est inutilisable. Tandis que la petite cuillère ou la petite palette en métal, donc en inox, elle vient à tomber par terre, vous la récupérez, il y a aucun problème, hein. Oui, oui. Donc voilà, à vous de voir quel investissement vous préférez faire, Mmh mh, mais mmh. c'est vrai que les 2 sont particulièrement valables. Moi, j'ai les 2, donc je peux en parler. Les 2 sont particulièrement intéressants, bien plus intéressants que les pressailles. N'achetez plus jamais de pressailles traditionnelles à poignée, hein. Oui, oui, j'utilise une fourchette moi bêtement. Disons que ça va quand même moins bien, hein, la fourchette pour écraser de l'ail. Oui, bah, je l'écrase pas en fait, Ah oui, elle est simple, oui, je frotte sur les dents, tu vois? voilà. Voilà. Alors, un coupe-œuf. Alors le coupe-œuf, c'est également le genre d'appareil dont je peux parler parce que j'en ai acheté, on va dire des dizaines, mais enfin de très nombreux. Ils existent en plusieurs qualités. Généralement, les coupe-œufs coupent les œufs en tranches, mais il existe un autre modèle qui coupe les œufs en quartiers. Alors, il Mmh. existe des coupe-œufs, je dirais les moins chers, heu, ont un genre d'alvéole, je dirais en forme d'ovale, hein, pour mettre l'œuf, bien sûr l'œuf est cuit dur, on a compris, hein, pour mettre l'œuf et on coupe dans un seul sens. Les modèles un peu plus perfectionnés ont une double alvéole, c'est-à-dire que vous pouvez orienter l'œuf à la fois dans un premier sens, vous lui faites faire un quart de tour une fois qu'il a été premièrement coupé, et vous pouvez le couper dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir simplement des tranches, vous avez à ce moment-là de l'œuf qui est concassé, puisque vous avez des espèces de frites d'œuf, puisque vous coupez, Mmh. je dirais verticalement, 2 fois de suite, dans 2 sens différents. Alors ça Mmh. peut être extrêmement intéressant parce qu'on a parfois besoin de recettes où les œufs sont, je dirais, en morceaux plus menus que des tranches. Si Oui. en plus vous coupez l'œuf avant de le mettre dans le coupe-œuf en 2, dans le sens de son épaisseur, donc je dirais dans son côté le plus grand, le plus long, vous avez à ce moment-là, une véritable quasiment une brunoise d'œuf. Mmh. Ce qui est intéressant à faire, parce que couper un œuf en brunoise sur une planche, ce n'est pas particulièrement facile. Pas Alors facile. le problème des coupe-œufs, c'est que vous avez des qualités différentes. Vous avez des modèles bon marché qui sont en plastique et puis vous avez des modèles professionnels qui, eux, sont, entièrement en métal, qui sont entièrement, je dirais, en fonte d'aluminium pour la partie, je dirais, fixe et en fil, disons d'inox avec un petit bras en inox, comme ceux en plastique d'ailleurs pour la partie qui est mouvante. Le problème des coupe-œufs, c'est le fil. Alors les fils du coupe-œuf, quelquefois se cassent et on ne sait pas toujours les réparer.
les modèles, bon marché ont leurs fils qui sont, je dirais, sertis sans pouvoir être retirés. Tandis que les Mmh. modèles un peu plus professionnels, qui coûtent plus cher, ont, je dirais, un fil qui peut être enlevé, qui peut être remplacé. Oui, oui. Voilà. Donc Mmh. ça dépend un peu de l'investissement qu'on fait. Maintenant, quand on se sert d'un coupe-oeuf, je dirais, traditionnel et intelligemment sans forcer, ça ne casse pas très, 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 très facilement, hein. Oui, Alors, je vous dirais que le coupe-œuf, est intéressant si on veut faire des tranches régulières, parce qu'on peut évidemment toujours couper un œuf à plat sur une planche avec un oui. couteau. C'est un peu compliqué parce que l'œuf a tendance à Heu, rouler un petit peu, mais bon, ce donc n'est les pas tranches le ne le seront le pas plus régulières. compliqué, mais les tranches ne sont pas toujours très régulières. Oui, C'est un oui. peu plus compliqué. Tandis que le coupe-œuf, d'abord, c'est très rapide, hein. Mmh. Donc moi, je vous dirais le coupe-œuf, c'est le genre d'article que vous pouvez acheter sans aucun problème. C'est un bon investissement. Ça ne coûte pas très cher en plus, donc n'hésitez pas. Voilà. Le coupe-œuf, je suis pour. Le dénoyauteur à cerise. Ah, le dénoyauteur à cerise. Là aussi, il existe plusieurs modèles, hein. Alors, quand on n'a pas de dénoyauteur à cerise, beh, qu'on doit faire, disons, confiture et qu'on ne veut pas avoir des noyaux de cerise ou des pépins de cerise, on va dire des noyaux dans ce cas-ci, hein, dans sa confiture, ben, il faut prendre le petit couteau et y aller cerise par cerise, c'est un peu Mmh. compliqué. Mmh. Alors, il existe en gros 3 types de dénoyauteurs à cerise. Vous avez le petit modèle qui est un modèle à poignée en fait, hein, une espèce de petite pince avec une bague, sur laquelle on place la cerise et puis la partie mouvante du dénoyauteur, consiste en un autre bras de la pince, qui est une pince à ressort, garnie d'une espèce de clou, je vais dire, Mmh. de clou, en forme de croix, hein, Mmh mh. qui va donc entrer lorsque vous refermez, lorsque vous pincez le dénoyauteur, il va entrer, dans la cerise et il va expulser le noyau par le centre de l'anneau sur laquelle vous aviez posé la cerise. Alors il faut savoir que, il y a un sens dans lequel il faut mettre les cerises, hein, Oui. pour que ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce que le noyau de la cerise, il est disposé à la verticale. Il n'est pas Mmh. rond, il est Mmh. légèrement ovale et si on veut que le noyau soit, expurgé de la cerise, qu'il sorte par en dessous, ben, il faut mettre le noyau dans le bon sens. Donc Mmh. à chaque fois que vous mettez une cerise, vous êtes obligé de bien positionner la cerise, sinon ça ne fonctionne pas. Si vous ne mettez pas la cerise dans le bon sens, le noyau ne passe pas au travers du petit trou et ça cale, comme on dit, hein. Donc voilà, ça c'est la première chose. Mais par contre, cette pince-là ne coûte pas très cher. Ouais. Ça La marche. deuxième, la deuxième option, c'est un appareil qui est un tout petit peu plus gros et qui lui consiste en un réservoir, généralement en plastique transparent, rectangulaire, au-dessus duquel s'adapte un couvercle. Et alors ce couvercle est muni donc en fait, c'est en fait un plateau, hein, un plateau généralement en plastique blanc et au bout du plateau, d'un côté du plateau, il y a, disposé, légèrement de biais, une espèce de cylindre dans lequel les cerises vont s'engager par le dessous et au-dessus, vous avez de nouveau un poussoir. Là, vous ne choisissez plus en réalité le le sens, dans lequel vous allez mettre la cerise puisque les cerises, je vais dire, vont rouler par elles-mêmes, jusque dans le cylindre où, la le dénoyautage se fait. Alors là, par contre, vous avez une petite languette en caoutchouc, qui se trouve dans le fond et qui permet de stopper la cerise jusqu'au moment où vous avez, le poussoir qui expulse le noyau. Heu, Difficulté, c'est de ne pas perdre la petite languette en question. Mmh. Sinon, bien entendu, votre appareil ne sert plus à rien. Donc il faut être particulièrement prudent. Alors à la longue, cette petite languette vient à s'user, donc on est obligé de la remplacer. On ne trouve pas toujours la pièce en question parce qu'on ne vend pas la pièce comme ça. Vous devez à ce moment-là jouer un petit peu de d'imagination, trouver un morceau de caoutchouc, de la même épaisseur et du même genre de rigidité et découper une petite croix dans le fameux caoutchouc en question que vous allez pouvoir utiliser et l'insérer à l'endroit où il doit se positionner, sinon vous ne savez plus utiliser l'appareil en question. Mmh. Mmh. Alors l'autre désavantage de cet appareil-ci, c'est que le diamètre des cerises est important. Si la cerise est trop grosse, elle n'entre pas dans le cylindre dénoyauteur et de nouveau, vous ne savez pas vous en servir. Par Mmh. contre, l'avantage, c'est la rapidité, c'est le rendement, hein. Mmh. Mmh. Ici, vous êtes, disons, parti pour faire des kilos de cerises sans trop de problèmes, pour faire de la confiture ou pour faire d'autres desserts, il n'y a aucun problème. Alors il est intéressant de retirer les noyaux, pourquoi?
Parce que si à un moment donné vous êtes obligé de mixer les fruits, hein, je vais prendre un exemple, vous voulez faire un sorbet aux cerises, vous allez devoir mixer les fruits. Si vous laissez un seul noyau sur, même sur 500 grammes ou sur 1 kilo de cerises, vous avez le noyau qui risque d'abîmer les lames de votre mixeur, d'une part, et puis vous avez un noyau qui risque d'être pulvérisé en petits morceaux et de se retrouver un peu partout dans la préparation. Très Donc il est désagréable, extrêmement important de retirer tout à fait. les noyaux de cerises. Et alors il existe un autre modèle qui est un modèle, je dirais mécanique, qu'on peut, adapter sur certains robots, hein, de type Kenwood par exemple. Il y avait des Mmh. noyauteurs à cerises et là, à ce moment-là, bon, c'est le système qui mécaniquement, lorsque vous mettez le moteur en route, se charge donc de Mmh. dénoyauter les cerises. Alors il y a bien sûr les modèles industriels, mais là, ça ne concerne pas vraiment nos auditeurs et nos auditrices Tout parce que ça là, marche pour les on olives, Guy? alors, ça marche pour les olives également, hein, bien sûr, aussi bien le petit modèle que le gros modèle. Mmh, mmh, Je dirais que c'est une possibilité, ça marche. mmh, Heu, Tout en disant que si vous avez des cerises petites, grosses et moyennes, il vaut mieux le tout, tout petit modèle à pince, qui coûte le moins cher, mmh, parce que là, vous pouvez placer des cerises plus petites et des cerises plus grosses, par exemple, hein. mmh mh, mmh. Alors je suis arrivé à me rendre compte qu'il existait un modèle, pour les prunes. Mmh, Donc un modèle qui traite les fruits un peu plus gros, donc les mmh, prunes, les abricots et cetera. Donc ça existe également, hein. C'est très rare à trouver, mais ça existe. d'accord. Donc une espèce de pince sur lequel vous mettez la prune et puis, à condition de la mettre dans le bon sens aussi, parce qu'il faut la mettre donc verticalement, eh bien vous êtes, dans la possibilité de dénoyauter les prunes. Maintenant, les prunes et les abricots, les pêches, ce sont des fruits qu'on dénoyaute très facilement au couteau, hein. Il n'y a que Oui, les reines claudes quelquefois qui sont très difficiles à dénoyauter mmh, parce que le noyau est attenant à la chair. oui, Hein? oui, Et ça à ce résiste. moment-là, Oui, ça résiste et à ce moment-là, on mmh, fait parfois de la purée si les rennes claudes sont mmh, bien mûres, on a beau couper en suivant le sens de la couture du fruit, on a le noyau qui tient, on est obligé de couper, ça ne se détache pas automatiquement. Alors on a ça avec certaines pêches également. Il y mmh, en a où le noyau se détache très facilement de la chair et il y en a d'autres où le noyau, ressemble finalement un peu au noyau de la mangue, à mmh. savoir que par des filaments, il tient absolument à la chair et on doit vraiment couper, pour arriver à s'en sortir. Parlons de la mandoline, voilà un bel Ah, la instrument. mandoline, un bel instrument ça, hein. Alors la mandoline, mais il en existe de plusieurs sortes. Il y a les mandolines professionnelles qui sont généralement toutes en inox Alors il faut et quand qui même dire, Guy, que c'est pas l'instrument de musique, hein? ah non, 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 ce n'est pas un instrument de musique, c'est un appareil qui sert à faire, de fines tranches, de la julienne ou bien des gaufrettes, hein. C'est un Oui, instrument voilà. dont il existe plusieurs variétés dont je vais vous parler. Alors le Et il modèle faut professionnel, c'est un modèle qui est tout en inox. Alors bon, comment vous le décrire? C'est une espèce de, je dirais de râpe avec, des couteaux amovibles, heu, qui disposent de pieds que l'on peut replier de manière à ce que, le plan de travail soit incliné, je dirais sur votre planche. Alors, une mandoline s'utilise soit à main nue, soit avec des gardes, parce qu'il ne oui, faut pas les mettre ses doigts il faut où il ne prendre faut quand pas. même de grandes Il précautions, faut hein? prendre des grandes précautions. Alors les mandolines professionnelles, généralement, elles coupent suffisamment, mais elles sont également, conçues de manière à pouvoir être utilisées en bonne partie à la main. Mmh, Bon, les professionnels utilisent souvent la mandoline à la main. mmh, Bon, quand on sait s'en servir, on sait à quel moment on doit s'arrêter évidemment, mais il faut toujours être prudent. Hem, Par contre, il y a des mandolines que l'on vend pour les pas dire les amateurs, mais les cuisiniers amateurs et qui sont généralement vendus par des bonimenteurs sur les marchés. Quand je dis oui, bonimenteurs, ce n'est pas, péjoratif ici, mais ce sont tout simplement ces commerçants qui un jour vous vendent des mandolines et le lendemain vont vous vendre des gravatails et le troisième jour vont vous vendre des fouets, hein, des fouets, mécaniques, enfin tout ce mmh, qu'on veut. mmh, Bon, heu, je dois dire que je suis tombé, sous le charme de certaines mandolines de ce genre-là. oui, Mon père en avait acheté une il y a 40, 50 ans, je l'ai toujours, j'en ai racheté d'autres depuis et que vous avez comme ça, mais là par contre, il faut être extrêmement prudent parce que mmh, ça coupe terriblement. En oui, fait, dans ces mandolines en plastique, vous avez des planchettes amovibles qui supportent les lames et vous avez 2 types de lames. Vous avez la lame, qui permet de donner, aux tranches de carottes des épaisseurs différentes et vous avez une autre lame, un autre jeu de lames qui va couper lui de la julienne. Julienne plus ou moins fine, frites plus ou moins fines. Donc on peut s'en servir aussi bien pour des carottes, des concombres que des pommes de terre mmh, et cette
configuration de lame est particulièrement tranchante et particulièrement dangereuse. Oui. Là, je me suis déjà coupé également, peu, mais je me suis déjà coupé, et ceux qui ne sont pas prudents avec leurs doigts, là, risquent d'y laisser un bon bout de doigt. Oui. Par contre, l'appareil est très, 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 très performant, Oui. entre autres pour faire le gratin de courgettes, à la provençale, dont je pourrais vous donner la recette après si vous le voulez. Mmh Parce que mh. la taille des je dirais des de la julienne destinée à couper les courgettes est vraiment la taille adéquate. Et si vous deviez, et c'est très rapide en plus, hein, si vous deviez utiliser un couteau, une planche pour tailler votre julienne de courgettes, là vous allez mettre du temps, alors que là, je dirais, en 30 secondes, même pas, vous faites une courgette entière. Oui, oui, Donc, oui, c'est vraiment intéressant. tout à fait. Alors, il est arrivé sur le marché, il y a quand même quelques années de cela, ce qu'on appelle les mandolines japonaises. Mmh. Alors, les mandolines japonaises, elles ont à peu près le même système que ces mandolines, je dirais, européennes des bonimenteurs, si ce n'est qu'elles sont, comme vous l'avez compris, réalisées au Japon, et elles sont particulièrement performantes. Bah, alors là, c'est du tonnerre, hein. Là, j'en ai acheté 2. Il y a des prix différents selon, je dirais, la qualité. Et alors, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est une espèce de râpe à carottes. Alors, Mmh vous mh. avez donc une plaque, en plastique qui est munie de 2 rangées, je dirais, de petites lames ondulées, de forme, je dirais, individuellement, ce sont des petites formes carrées, donc elles vont vous faire une julienne carrée. Mmh mh. Vous allez très, très vite pour faire la julienne, et la julienne est de qualité. Elle est vraiment de qualité, le tranché est net, tandis que quand on utilise d'autres appareils, comme des appareils à manivelle qu'on utilise traditionnellement Mmh. ici Mmh. en Europe pour faire de la julienne de carottes, Oui, on a une julienne qui rend du jus. c'est Pourquoi? vrai. Parce que c'est râpé plutôt que coupé. Mmh. Hein? Ce n'est pas coupé net, c'est râpé. Donc on a une julienne qui est flasque, et si vous la Mmh. laissez pendant 1 heure au réfrigérateur, vous avez la moitié de jus dans le fond de votre plat, Oui, et puis vous avez quelque chose d'immangeable et d'immonde au-dessus. oui, oui. Contrairement justement à cela, la râpe, à carottes japonaises, en plus, je m'en suis toujours servi à main nue sans aucun risque de me couper, Mmh ce qui mh. n'est pas, négligeable, hein. Mmh. Donc vous coupez des morceaux de carottes de 5 centimètres de long, ce sera évidemment la longueur de votre julienne. Vous passez la carotte, je dirais quasiment jusqu'au bout, en la mettant bien à plat sur cette râpe. Vous avez une julienne extraordinaire, julienne de céleri rave, julienne de navet, enfin tous les légumes, racines, relativement durs. Heu, c'est génial, voilà, Mmh c'est mh. génial, c'est génial, c'est génial. Ça ne Ça coûte un certain prix, mais par contre l'utilisation est vraiment, vraiment, vraiment intéressante, et ça vous coûte nettement moins cher que, par exemple, toutes les râpes, que l'on peut mettre sur des moteurs, hein. Ouais, Bon, surtout quand on est amateur, si on est professionnel, c'est autre chose. absolument. La poche à douille et seringue. Alors les poches à douille et seringues, là, de nouveau, c'est génial à condition de savoir s'en servir. Alors Oui. anciennement, on utilisait surtout des seringues parce que bon, il y a eu une évolution dans les poches à douille et dans les douilles. Bon, moi, j'ai le souvenir de maman qui utilisait une seringue. On a même vendu sur les marchés à un moment donné une seringue en plastique, ça remonte à des décennies, Ma hein. mère avait ça. Oui, blanche, et rouge, hein, Mmh. Mmh. avec le cylindre transparent, et qui Absolument. permettait de faire de la mayonnaise en quelques secondes. Mmh. On mettait dans le fond un jaune d'œuf, on mettait une cuillerée de moutarde, on mettait un peu de sel, on appliquait la on mettait ça, en ayant d'abord mis le poussoir d'abord. On Mmh. mettait donc ce que je viens de dire au-dessus, et puis on noyait avec de l'huile jusqu'à quasiment la hauteur de l'appareil, et Mmh. puis on faisait un mouvement de balancier avec le manche de la seringue, on faisait un léger mouvement de balancier, l'émulsion se faisait quasi automatiquement. On tirait ensuite verticalement 2 3 fois, et on avait, quasiment un demi-litre de mayonnaise qui était fait en quelques secondes. Mmh. On Mmh. adoptait on adaptait, pardon, dans le fond, à pas de vis, une douille, et on pouvait garnir les plats d'hors d'œuvre, d'entrée froide, et cetera. Mmh. Mmh. Bon, ça c'est une version. Les versions à crème au beurre ou à crème chantilly sont un peu différentes. Ce sont des versions un peu plus petites auxquelles on peut aussi mettre comme ça des douilles, et on a ressorti professionnellement, paraît-il que c'est russe cette fois-ci, toute une série de douilles, ça coûte relativement cher, c'est pour les professionnels, toute une série de douilles qui permettent de faire des fleurs, Mmh. hein.
Alors, effectivement, je n'en ai pas acheté parce que je n'en avais pas l'usage. Je me suis demandé si c'était utile ou pas, mais c'est très, 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 très cher. Mmh. Tandis que la Mmh. douille, la seringue à douille, je dirais destinée aux ménagères, ne coûte pas très cher. Par contre, ça demande une certaine, dextérité et je préfère, moi, à titre personnel, utiliser la poche à douille traditionnelle. Alors les poches à douille traditionnelles, ce sont des sacs coniques. Normalement, je me suis laissé dire qu'en France, en tout cas, les poches à douille en tissu étaient interdites. Alors anciennement, Oui. Mmh. c'était une toile cirée qui, à la longue, devenait poreuse, qui avait un gros problème d'hygiène. Alors je vous Bah explique oui. pourquoi le problème d'hygiène, Mmh. arrivait. Mmh. Tout simplement parce que dans les pâtisseries, on termine, je dirais, une journée de travail en garnissant les gâteaux. Tout le monde est d'accord, c'est ce qu'on fait en dernier lieu. Et dans les pâtisseries, les bacs à vaisselle étaient, et c'est malheureux, mais il faut le dire, de véritables bouillons de culture. Mmh. On allait Mmh. d'abord laver tout ce qui avait été utilisé d'abord, les tôles de pâtisserie, quand on les lavait, les bacs dans lesquels on mettait les crèmes, enfin, tous les ustensiles, les culs de poule, etc. Et on terminait par la poche à douille, sans changer l'eau. Ce qui Mmh. veut dire que la poche à douille, à la longue, prenait un goût de rance et était un véritable nid de microbes. Sans compter qu'on retournait rarement la poche à douille et qu'on ne la faisait pas sécher correctement. Mmh. Donc la moiteur qu'elle conservait à l'intérieur restait jusqu'au lendemain et on s'en resservait le lendemain. Donc ça a forcé je dirais, les organismes qui contrôlent l'état sanitaire dans les restaurants, dans les pâtisseries, à utiliser des poches à douille jetables, qui Mmh. sont donc des poches en plastique, Mmh. qu'on doit, je dirais, n'utiliser que pendant une seule journée pour un seul type de préparation. Ça, c'est vrai que bon, l'autre avantage, c'est que ces poches à douille en plastique jetable sont moins confortables au niveau du travail et de la préhension que la poche à douille traditionnelle. Mmh. Alors quand, en tant que ménager et que ménagère, vous pouvez utiliser une poche à douille traditionnelle, je vous dirais que la meilleure, c'est la poche à douille en perlon, qui est une matière synthétique. Comment fait-on pour l'entretenir? Lorsque vous avez, par exemple, garni avec de la chantilly, avec de la crème au beurre, quelque chose, vous devez mettre la poche à plat en la retournant sur votre évier et avec une brosse douce, hein, genre brosse à légumes, vous devez la dégraisser avec de l'eau et du savon et vous devez la frotter convenablement pour être certain qu'il ne reste aucun résidu. Vous effectuez cette opération des 2 côtés, donc aussi bien à l'intérieur de la poche à douille qu'à l'extérieur. Ensuite, vous la rincez à l'eau tiède convenablement, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ensuite, vous l'essuyez avec du papier absorbant, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ou éventuellement avec un torchon de cuisine propre. Et ensuite, vous allez à la salle de bain et devinez ce que vous devez faire, Le sèche-cheveux. le sèche-cheveux. Vous séchez convenablement votre poche à douille, intérieure et extérieure. Et là, vous êtes certain que vous avez une hygiène correcte, une hygiène parfaite et que vous ne risquez pas de faire de la culture de microbes. Mmh. Mais ça, c'est une nécessité. Si vous n'employez pas une poche à douille jetable, c'est d'entretenir convenablement et surtout de ne pas laisser sécher votre poche à douille en espérant que le temps fera l'affaire. Parce que même si vous ouvrez la poche à douille pour la faire sécher, il n'y a pas vraiment de courant d'air. Donc votre Mmh. poche à douille, elle ne sèche pas. Elle reste moite et les microbes, ils adorent Ah les oui, résidus d'aliments, la température ambiante et l'humidité. Ils sont à la fête, ils ont tout ce qu'il leur faut pour proliférer. absolument. Alors, il existe également des petites brosses, parce que quand on dit poche à douille, on dit douille également, hein. Mmh. Mmh. Alors, les douilles, il y en a de plusieurs variétés. Il y a des douilles, anciennement, c'était des douilles en cuivre étamé à l'intérieur, et puis il y a eu des douilles en laiton, et puis il y a eu des douilles en fer, et puis il y a eu des douilles en inox, et puis il y a des douilles en macrolon, donc en plastique, et il y a des douilles en plastique ordinaire, je dirais blanc, crème. D'un point de vue qualitatif, les meilleures douilles restent toujours les douilles en métal. Mmh. Alors, les douilles en métal, à condition de bien les entretenir. Alors, il y a 2 types de douilles en métal actuellement. Il y a les douilles serties et il y a les douilles soudées. Mmh. Alors, prenez toujours des douilles soudées parce qu'elles n'ont pas de défaut, elles n'ont pas de ligne de chevauchement, contrairement aux douilles serties qui sont en fait, formées avec une pellicule de métal qu'on replie sur elle-même. Mmh mh. Donc, prenez des douilles soudées en une seule pièce et non pas des douilles serties avec, un genre de rivet automatique. Il existe des petites brosses de forme conique qui permettent de nettoyer convenablement
je dirais, les douilles à l'intérieur. Donc ce n'est pas, si vous utilisez régulièrement des douilles, ce n'est pas un achat à négliger. Ce sont des petites brosses qui vont vraiment nettoyer votre douille convenablement, parce que sinon on n'a qu'une solution. Les brosses à vaisselle n'entrent pas dans les douilles, c'est d'y aller au doigt, hein. Alors si vous avez une crème au beurre qui colle, qui adhère à la paroi interne, vous devez y aller au doigt pour bien nettoyer. Alors même chose, hein, la douille, vous la rincez après l'avoir nettoyée et dégraissée, et puis vous la séchez convenablement. Mais ça sèche par contre beaucoup plus facilement que les poches à douille. Oui. L'écumoire. Alors l'écumoire. L'écumoire est aussi un objet qui est indispensable. Il existe, je dirais, 2 grands types d'écumoires. Vous avez les écumoires qui sont en fait formés de palettes munies de trous, et vous avez ensuite les araignées. Voilà. Oui. Alors les araignées sont intéressantes et elles complètent l'écumoire, c'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. L'écumoire a une utilité. Et contrairement à ce qu'on croit, l'écumoire n'écume pas vraiment. Écumer avec une écumoire est toujours un peu plus difficile qu'écumer avec une louche ou avec une cuillère, en fait. Mmh mh. Parce que l'écume, elle va passer au travers des trous bien souvent. Donc l'écumoire porte mal son nom. Par contre, l'écumoire, elle vous sert à récupérer des objets, enfin des objets, des choses lourdes dans un fond, dans un bouillon. Vous devez sortir des morceaux de viande qui sont en train de mijoter dans un fond, comme des morceaux de viande à pot-au-feu, vous allez utiliser l'écumoire, parce que l'écumoire est très solide et très rigide. Vous ne savez pas le faire facilement avec n'importe quelle araignée. Alors l'araignée, par contre, il existe des araignées, disons, entre guillemets, «professionnelles» et d'autres qui sont plus ménagères. Les araignées plus ménagères, vous en trouvez à 89 centimes d'euros et elles sont très bonnes pour autant. Par contre, vous ne pouvez pas récupérer des choses très lourdes avec. Mmh. Mmh. Alors l'écumoire, donc je disais, c'est pour récupérer des grosses choses solides. L'araignée, elle va plutôt récupérer des petites choses flottantes. Oui, des pâtes, Imaginons oui. des petits pois et des pâtes. Ça, c'est Mmh. génial. Mmh. L'écumoire ne peut pas le faire facilement, tandis que l'araignée, qui a une forme beaucoup plus galbée, plus courbée, beaucoup plus creuse, va ramasser des coquillettes, par exemple, sans aucun problème dans l'eau de Mmh. cuisson, Mmh. hein, tout en les égouttant parfaitement. Alors j'ai détourné l'écumoire et je vais vous dire pourquoi. Mmh. J'en ai acheté donc des bons marchés. Et alors, j'ai coupé certains fils de l'écumoire, de l'araignée, pardon, pour pouvoir mélanger facilement la farine à la génoise. Ah oui. Eh oui, parce que normalement, quand on fait donc de grandes quantités professionnellement, on mélange à la main. Alors, qu'est-ce qui sert à mélanger quand on est, disons, outillé mécaniquement? C'est ce qu'on appelle la feuille. Mais la feuille, quand on adapte la feuille à un robot, elle va travailler beaucoup trop vite et elle ne va pas sentir aussi facilement, je dirais, que la farine est mélangée. Tandis qu'en coupant des fils, à une araignée bon marché et que vous l'utilisez pour, remplacer votre main, donc par exemple dans une génoise de 8 œufs, hein, ou de 12 œufs, vous allez pouvoir laisser passer une partie de la pâte, comme si vous aviez la main avec les doigts ouverts en réalité. Mmh. Mmh. Et vous allez pouvoir incorporer la farine au mélange des œufs entiers battus avec le sucre très facilement et ensuite vous allez, je dirais, avoir un résultat qui sera bien fait. Donc l'écumoire, il faut acheter, l'araignée, il faut acheter. Très bien. Moi Sans j'utilise compter que l'araignée est utilisée en Belgique pour faire les frites, hein. oui, déjà. Alors moi je l'utilise pas pour les frites, mais pour sortir les ravioles de Oui, l'eau. tout à Voilà, fait, des ravioles de l'eau, mais par contre, quand on utilise un bain de friteuse, sans panier, vous utilisez l'araignée pour retirer les absolument, frites après la première et après la deuxième cuisson de l'huile et ça n'en laisse pas une seule dans l'huile, évidemment. absolument. Alors, on arrive au printemps, le coupe-fraise et pince à queue de fraise. Ah! Ça, c'est vraiment le gadget quasi inutile. Alors, je l'ai acheté parce que je voulais évidemment tester, Eh hein. ben oui. Alors, nous allons parler d'abord de la pince à retirer les queues de fraises. Alors, ça se présente sous forme généralement, on vend les 2 en même temps. On Mmh. peut parfois acheter la pince à retirer la queue toute seule, mais on a souvent le coupe-fraise en même temps. Alors, ça se présente de la manière suivante, cette fameuse pince. Une espèce de petit cylindre avec un ressort à l'intérieur. D'un côté du cylindre, c'est-à-dire au bout, vous avez 6 petites piques qui se referment sur la queue de la fraise. Et puis vous avez un petit bouton poussoir, un petit poussoir qui permet donc d'ouvrir et de fermer la fameuse pince en question qui enlève les queues de fraises. Bon,
ça coûte 7, 8, 9 euros par là, avec le coupe-fraise. Alors le coupe-fraise, c'est comme un coupe-œuf, si ce n'est qu'on met une fraise et qu'on coupe la fraise en tranches. Bon, pour commencer, la pince à fraise, elle est pour moi parfaitement inutile. Elle demande une certaine dextérité et elle ne fonctionne pas ultra bien. Je vais dire que vous avez plus de rapidité et plus de facilité au niveau dextérité avec un simple petit couteau d'office, le petit couteau de cuisine traditionnel, hein. Vous saisissez Oui. votre fraise, vous tenez le couteau, je dirais à la fois par le manche et la lame, donc vous n'utilisez que les 10 centimètres, je dirais finaux de la lame du couteau. Vous donnez un petit tour autour de la base de la queue de la fraise, vous enlevez la queue de la fraise sans aucun problème et c'est beaucoup plus rapide et Mmh. beaucoup plus facile. Et puis le couteau en question, vous en servez pour plein d'autres choses. Mmh. Donc pour moi, la fameuse pince à retirer la queue des fraises, c'est vraiment le gadget inutile. Alors parlons maintenant du coupe-fraise. Alors le coupe-fraise, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais d'abord, quand est-ce qu'on mange des fraises en tranches? Bon, ce n'est pas dans chaque recette, Oui. ce n'est pas très courant. Non. Habituellement, les fraises, on les coupera plutôt en quartier. Bon, Oui, oui, oui. j'ai voulu détourner l'objet en faisant un coupe-radis, parce que je me suis dit: «Les Mmh. radis, c'est quand même difficile à couper en tranches». Donc je vais utiliser le coupe-fraise pour voir ce que ça donne. Ben, le radis est beaucoup plus dur qu'une fraise évidemment, donc j'ai Mmh. réussi en faisant ça, la première utilisation, à casser une des lamelles du coupe-fraise. Mmh. Donc, finalement, si ça ne sert qu'à couper les fraises, un petit couteau d'office et une planche va vous faire autant de travail, si ce n'est que ce sera un tout petit peu plus long, mais en règle générale, quand on est cuisinier amateur, on n'a pas des tonnes et des tonnes de fraises à couper en tranches. Donc, je vous dirais que c'est un achat qui pour moi est tout à fait inutile. Achetez un bon couteau, un bon petit couteau de cuisine Oui. et ce Oui. sera beaucoup plus utile. Par contre, je dois vous parler des petits couteaux de cuisine, bien entendu. Oui. Alors, les petits couteaux de cuisine, il y en a de plusieurs sortes, de plusieurs formes, et on vous vend maintenant toute une série de couteaux destinés à tourner les légumes avec des lames courbées en forme de faucille, pointues, arrondies, etc. Je suis revenu de tout cela, y compris, je dirais, du couteau pointu traditionnel qu'on trouve dans les cuisines au niveau professionnel. Et j'achète maintenant des couteaux en grande surface qui coûtent relativement cher. Quand je dis cher, entendons-nous, hein, on est aux environs de 10 euros l'unité. Mmh. Alors, ce sont des couteaux de marque allemande, de marque, disons, estampillée en tout cas Solingen. Alors, Solingen est une localité allemande qui était réputée pour ses couteaux, qui est d'ailleurs toujours réputée pour ses couteaux. Ce sont des couteaux extraordinaires qui ont un tranchant magnifique. J'en ai déjà vendu à des Français d'ailleurs, hein, c'est pour vous dire. Quand ils ont vu avec quelle dextérité je m'en servais, ils ont dit, mais bon, où est-ce qu'on trouve ça? Ben, je dis, je l'ai acheté tout à l'heure, je dis, il est neuf, voilà le ticket, si vous voulez, je vous le Et revends. on n'a pas l'équivalent à Thiers? Mais écoutez, pas que je sache, il m'arrive pour les couteaux professionnels d'acheter des couteaux français, des couteaux belges, mais au niveau du petit couteau en question, jusqu'à présent, c'est toujours de chez Solingen que j'ai trouvé mon bonheur. Ah oui. Alors, je vous explique quand même deux, trois petites choses desquelles vous devez tenir Mmh. compte. Mmh Alors, mh. le couteau a une lame droite, mais le dessus de la lame est courbé. Donc, il est en arrondi, un peu en bec d'aigle, comme ça. Mmh. Et alors, le manche, qui est souvent un manche en plastique, est relativement épais et on l'a bien en main. Alors, il existe ces couteaux sous forme de plusieurs couleurs de manches, donc éventuellement on peut s'en servir en disant: «Tiens, celui-là me servira plutôt pour les légumes, l'autre Oui. me servira plutôt pour, la viande», par exemple, ou bien pour, je ne sais quoi d'autre. Ce sont des couteaux qui ont un tranchant superbe. On peut moi, d'ailleurs, maintenant, j'en suis arrivé à émincer mes poireaux pour le potage ou mes oignons avec ce genre de couteau qui a une toute petite lame, alors que traditionnellement, on utilisera un demi-chef ou un chef, hein. Donc Ouais. c'est dire à quel point je suis, amoureux et fan de ce couteau-là. J'ai acheté des copies parce que je voulais vérifier évidemment. On trouve des copies à moins d'1 € qui coûtent 75 centimes pièce, contre les 10 euros. Donc bien Ouais. entendu, j'ai testé. Alors ce sont des couteaux qui viennent de Chine, vous l'auriez cru, hein? Bon, Oui. Non. donc quand ça vient de Chine, on teste. Oui. Alors le manche est déjà 2 fois plus étroit, donc on l'a nettement moins en main. Ça, c'est déjà la première difficulté et deuxièmement, ma stupéfaction, c'est quand je coupe, on est déporté d'un côté ou de l'autre. Généralement, on est Ah déporté oui. vers la gauche. Mmh. Alors il y a une raison à cela, est-ce que vous la connaissez?
Ben alors pas du tout, hein, Pas il du tout. faudrait Bon. que j'essaie, mais Ah non, je vais vous expliquer, oui, oui, d'où oui, ça vient, évidemment. Sinon, ça n'a oui, pas de sens. oui, À quoi oui, je oui. servirais si je n'explique pas les choses, hein? Lorsqu'on affûte un couteau, donc lorsqu'on lui donne le tranchant, Oui, dans tous les cas, on donne une inclinaison de 17 degrés. oui, D'accord? Bon. oui, Quand on affûte un couteau en Europe, on donne un tranchant de 17 degrés d'un côté de la lame et également de l'autre côté de la lame. mmh, On a donc un angle de 34 degrés. 2 fois mmh, 17, ça fait bien 34. mmh, Donc les couteaux Solingen sont affûtés qu'à un angle de 34 degrés. Mais comme ils sont affûtés aussi bien du côté gauche que du côté droit de la lame, lorsque vous tranchez quelque chose, vous restez bien vertical. mmh. Dans la tradition orientale, Japon, Chine, on n'affûte que d'un seul côté. On affûte également à 17 degrés. Mais comme vous avez un côté de la lame qui est affûté, l'autre côté qui est droit, lorsque vous coupez dans quelque chose, du fait du biseautage qui n'est pas latéral des deux côtés, mais d'un seul côté, vous vous déportez du côté opposé au côté affûté. Ah oui, oui, Ah en oui, effet, oui, ah oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les Chinois, on les voit utiliser une espèce de hache avec laquelle ils vont oui, émincer des poireaux, etc., et faire des choses magnifiques, on les voit travailler avec une vitesse extraordinaire. oui, Et eux ne déportent pas. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont appris dès l'enfance, ou en tout cas dès qu'ils ont appris à se servir de ces couteaux-là, ils ont appris à contrarier le déport latéral. Ce que mmh, nous ne sommes pas habitués à faire. Parce que mmh, nous, on coupe droit et on coupe, je dirais, verticalement, point. mmh, Tandis qu'ils ont l'habitude de contrarier, je dirais, cette tendance à déporter d'un côté ou de l'autre, du fait de l'affûtage qui n'est fait que d'un seul côté. mmh, Et c'est la raison pour laquelle, quand nous achetons des couteaux bon marché qui viennent du Japon ou qui viennent surtout de Chine, ben, nous sommes un peu déçus parce que nous allons de travers quand on doit couper quelque chose. Alors, mmh, s'il s'agit tout simplement d'émincer quelque chose pour faire un potage, pas de problème, les couteaux chinois vont fonctionner. Ils vont même très bien fonctionner parce qu'ils coupent très bien. Par contre, si vous devez couper des choses en faisant des petites tranches bien régulières et bien droites, là, ça marchera nettement moins bien. Donc là, je vous conseille l'investissement dans un couteau européen et si possible dans un couteau de type Solingen qui sont pour moi les meilleurs. Alors, l'épluche pomme et évideur à pommes. Alors, l'épluche-pomme et l'évideur à pommes, et là, il y a aussi beaucoup à dire, hein. Mmh, D'abord, l'épluche-pomme. En fait, l'épluche-pomme, c'est, au départ, il y a l'économe. Alors, l'économe, qu'est-ce que c'est? C'est un couteau dont je vais vous parler maintenant, qui existe en plusieurs variantes et qui existe en qualité, en fabrication française. Le modèle le plus habituel consiste en un manche garni d'une lame à deux ouvertures avec une pointe au bout. Alors, la pointe, elle sert à enlever les yeux des pommes de terre, par exemple. Et les deux lames permettent de travailler aussi bien quand on est gaucher que quand on est droitier. Donc, on va mmh, faire glisser cette lame sur, par exemple, une carotte, sur, par exemple, des asperges, et on va enlever une épaisseur, je dirais, régulière, sans devoir, je dirais, contrôler l'épaisseur qu'on enlève, que ce soit pour des pommes, que ce soit pour des pommes de terre, que ce soit pour des carottes, que ce soit pour des asperges. Il existe plusieurs qualités de nouveau dans ces couteaux-là. Je me suis rendu compte que la meilleure qualité, elle provenait d'un couteau un petit peu ancien, euh, avec des manches en mmh, bois blanc. mmh. Ce sont, pardon, les couteaux qui m'ont donné le plus de satisfaction. Ceux qui sont joliment colorés avec des manches en plastique vert pomme ou rose bonbon, généralement ont des lames de mauvaise qualité. Oui, oui, oui. Alors, quels sont les défauts des lames en question? Soit que les lames sont légèrement incurvées dans leur centre. À ce moment-là, ben, vous n'enlevez quasiment rien et vous avez les fibres des épluchures qui se bloquent dans le couteau. Mmh. Ça, c'est une première chose. Donc, vous devez constamment vous battre avec la lame et essayer de séparer les deux, je dirais, la lame de son support pour qu'elle coupe suffisamment et qu'elle enlève suffisamment. Ça, c'est une première chose. Donc, prenez le plus simple, qui n'est pas forcément le moins cher. De nouveau, vous verrez, vous aurez des prix différents. Et en règle générale, le prix est un bon indicateur. Si c'est trop bon marché, ça va moins bien. Donc, Mmh. ça marche moins bien, donc ne prenez pas. Achetez-en un qui va vous durer pendant 10 ans ou pendant 15 ans, voire toute une carrière ou toute une vie, et vous ne le regretterez pas. Alors, ça, c'est le modèle avec la lame qui est fixe. Vous avez également un modèle en forme de U avec la lame qui est pivotante. Alors, c'est un modèle qui est extrêmement intéressant parce que vous allez pouvoir éplucher des choses qui sont de surface irrégulière.
par exemple, des pommes de terre qui sont arrondies plutôt que des carottes qui sont droites. Et en plus, les épaisseurs d'épluchure sont plus grandes avec cette lame-là. Mmh. Alors, vous pouvez vous en servir aussi bien dans un sens que dans l'autre parce que la lame est pivotante et elle va se tourner toujours dans le sens où elle agit. Donc, elle va toujours se mettre à plat. Que vous alliez en descendant le long du légume ou en remontant, je dirais que la lame va se mettre dans la bonne position. L'idéal, c'est d'avoir les deux types de couteaux dans sa cuisine. Celui à manche fixe et celui en forme de U avec la lame qui pivote selon la manière dont vous la placez. Et les deux couteaux marchent formidablement bien. Par contre, je déconseille un troisième, qui est un peu en compromis entre les deux. Vous avez un manche au bout duquel il y a une lame qui est pivotante. Mmh. Et là, ça marche pour moi au niveau dextérité, ça marche un peu moins bien. Évitez ce modèle-là parce que vous en serez moins content que des Oui, deux premiers. c'est vrai. C'est pas agréable à travailler. Voilà. Absolument. Le Alors le hache vide-pomme maintenant, attendez, on Oui, n'avait pas tout. les Alors videurs de pommes. les videurs de pommes, ben oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quelquefois on doit utiliser des pommes, je dirais entières, qui restent entières pour faire des pommes bonnes femmes au four, par exemple, Oui, oui, hein. Donc on doit enlever le trognon, avec le trou au milieu. heu, Mmh. avec un couteau, avec un couteau spécial qui est en forme de cylindre, soit garni de petites dents à la base, soit tout simplement affûté à la base. Et vous pouvez comme ça enlever le trognon sans trop de difficulté. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas 36 modèles. Vous avez le modèle qui est, disons, vide pomme, et puis vous avez le modèle qui est vide ananas, qui est beaucoup plus gros, hein, qui permet d'enlever le cœur de l'ananas. Mais vous n'avez pas vraiment de modèle différent au niveau des vides pommes, ce qui veut dire qu'une petite pomme ou une grosse pomme, vous devrez faire avec. Et alors, si le modèle est un petit peu trop petit par rapport à la taille de la pomme, il vous restera de toute façon un peu de cartilage, donc cette espèce de d'enveloppe un peu dure qui entoure les pépins, qui vous restera donc toujours dans la pomme. Autre difficulté quand on s'en sert, mais c'est utile, hein, je ne déconseille pas l'achat, hein, c'est que il y a intérêt à viser correctement, je dirais, aller verticalement, parce que sinon Mmh. on a le vide-pomme qui ressort au mauvais endroit et on laisse la moitié à l'intérieur. Alors on parlait tout à l'heure des éplucheurs. Il existe des éplucheurs à pommes semi-professionnels. Ce sont des éplucheurs mécaniques avec une manivelle. Une manivelle, j'allais te poser Oui, la question. voilà. Alors j'avais un collègue qui en avait une. Ce n'est utile que quand on doit, je dirais, travailler de grandes quantités de pommes. Alors Mmh. l'avantage, c'est qu'on peut éplucher aussi bien des petites pommes que des grosses pommes Mmh. parce que le système va s'adapter à la pomme. Maintenant, le désavantage, c'est que vous allez avoir une espèce de rayure, de Oui. striure autour de la pomme, hein. Vous n'allez pas Mmh. avoir quelque Mmh. chose, disons, de bien plat, de bien régulier. Et alors l'autre avantage, c'est que vous pouvez par contre couper des pommes en tranches, tout simplement, parce que l'appareil peut être muni d'une lame qui va faire une espèce de spirale dans toute la pomme, que vous allez ensuite couper verticalement et vous aurez des demi-pommes en tranches. Voilà, tout simplement. Donc, mais l'investissement est plus coûteux, hein. Mmh. Alors, ça existe en version tout à fait manuelle, je dirais à la main, hein, vous tournez la manivelle, comme ça existe en version adaptable à des robots. Mmh. Mmh. Mais à n'acheter que si vous avez vraiment une Oui, très, très grande faut en utilisation. avoir besoin, quoi, hein. Faut vraiment en avoir besoin. Oui. Le hachoir à oignon. Alors, le hachoir à oignon, là, il existe vraiment toute une série de modèles, de gadgets. Alors, il y a des choses, je dirais, qui sont intéressantes, il y en a qui le sont moins. En règle générale, ce n'est pas intéressant. Je vous explique 2 modèles. On vendait dans les foires anciennement une espèce de cloche à ressort avec une poignée munie d'un ressort, Mmh. avec des lames qui, étaient, en forme de zigzag, hein, à l'intérieur. On mettait l'oignon et puis, sur la planche, on frappait sur le ressort, une dizaine de Et ça, fois. OK. Vous aviez la lame, voilà, vous aviez la lame qui pivotait et à la fin, vous aviez l'oignon qui était haché. Bon, désavantage, c'était un petit peu fastidieux à nettoyer, premièrement. Deuxièmement, il y avait, comment dirais-je? Il y avait, rupture éventuellement de l'appareil du ressort, c'était fait en plastique en partie. Et alors vous aviez un hachis d'oignon et non pas de l'oignon haché, Oui, ça hein. fait une Vous avez sorte de une purée espèce de infâme. purée de bouillie comme ça, Oui, oui, tout à alors fait. que finalement, bon,
On ne hache pas des oignons très très régulièrement en cuisine. C'est-à-dire que quand on hache des oignons, on en hache un, deux éventuellement. De nouveau, le petit couteau d'office bien affûté, Oui, euh, très bien. qui vous permet de couper comme ça des oignons. On appelle ça ciseler un oignon. Ça se fait très facilement, ciseler un oignon, Mmh. ciseler une échalote, sans avoir besoin de cet appareil-là qui en plus était bruyant à l'utilisation, donc je ne le conseillerais pas. Alors quelque chose que je ne conseille absolument pas, ce sont des hachoirs manuels à cordes. Alors on vend pas cher dans certaines grandes surfaces ou dans le rayon des bonnes affaires comme on dit, hein. On vend des petits hachoirs, hem, qui sont munis de 2 choses. Il y a d'abord le récipient qui forme la base et puis vous avez un couvercle avec des lames et puis vous avez une ficelle, une corde, Ah oui. qui permet quand on tire la corde de mettre la lame, en mouvement, en Mmh. rotation Mmh. et de hacher, le persil, l'oignon, enfin ce qu'on y met. Mmh. J'ai acheté pour tester, je déconseille, mais alors là vraiment absolument, parce que l'énergie qu'on va mettre à tirer sur cette ficelle, heu, est grande par rapport au résultat obtenu. Donc on n'obtient pas un bon résultat. C'est vraiment le genre d'achat qu'on va utiliser une seule fois et puis qu'on va, reléguer dans une armoire au-dessus d'une armoire, ou à la cave ou au grenier, enfin bon, parce que ce n'est pas vraiment, performant en tout cas. Donc Le n'achetez pas ça. Absolument. Le clarificateur à œuf. Ah, le clarificateur à œuf. Ça se présente sous plusieurs formes, hein. Vous avez, des clarificateurs en métal, vous en avez en plastique, généralement c'est en plastique d'ailleurs, vous en avez en porcelaine. Alors comment est-ce qu'il se présente? Ça se présente sous forme d'une espèce de coupelle que vous allez disposer sur une tasse ou sur un verre ou avec, des fentes latérales et la coupelle, dans le fond permet de garder le jaune de l'œuf, le blanc s'écoulant par les fentes latérales. Vous avez un autre modèle qui est fait de fils de métal torsadés qui forment une espèce de passoire qui est capable de retenir le jaune d'œuf sans le trouer, le blanc s'écoulant de nouveau par, les côtés. Et vous avez des espèces de coquetiers, hein, en forme d'ailleurs généralement de petits poussins. Vous cassez l'œuf à l'intérieur, vous inclinez le coquetier et le blanc va sortir par le bec, je dirais, du coquetier, en gardant le jaune à l'intérieur. Ouais, Bon, oui. alors les prix sont évidemment variables. C'est intéressant et je vais vous dire pourquoi. D'abord, ça ne coûte pas très cher. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est plus rapide, que quand vous clarifiez les œufs vous-même en les faisant passer alternativement d'un demi-œuf, d'une demi-coquille à l'autre demi-coquille. Donc c'est plus rapide, ça c'est déjà une chose. Mais c'est surtout infiniment plus hygiénique. Moi, je vous dirais même d'en acheter 2. Pourquoi? Parce que vous mettez les 2 clarificateurs à œufs sur 2 verres ou sur 2 tasses différentes. Vous cassez un œuf dans le 1er, clarificateur. Vous cassez pardon, vous cassez directement l'œuf dans le deuxième. Pendant que vous cassez le deuxième œuf, le premier s'égoutte, hein, et puis vous alternez comme ça. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? On devrait quasiment même obliger l'utilisation de ces clarificateurs à œufs. Je ne vous fais pas le dessin par lequel l'œuf sort de la poule. Bon, ça veut dire que sur l'extérieur de l'œuf, il y a des salmonelles. Les salmonelles, ce sont des bactéries, et ces bactéries, lorsqu'elles sont sur l'œuf, sont déshydratées, donc elles ne sont pas très dangereuses. Par contre, les gens ont la très mauvaise idée, c'est de garder leurs œufs dans le frigo. Ça, c'est une Mmh. première chose. Quand on garde ses œufs dans le frigo, ils sont froids, 3, 4 degrés. Vous les sortez dans une pièce qui est chaude et qui est humide, l'œuf a tendance à se couvrir d'humidité. C'est normal. Mmh La mh. buée va se condenser sur une surface froide. Donc, l'œuf devient humide et devient moite. Ce qui veut dire que les bactéries qui sont naturellement présentes sur la coquille de l'œuf à l'extérieur vont être remises en suspension dans un milieu liquide et elles vont donc se réactiver. Qu'est-ce que vous faites quand vous cassez un œuf traditionnellement? Vous le frappez sur une surface dure, vous avez vos deux demi-coquilles, une dans chaque main, et vous faites passer alternativement l'œuf d'une coquille à l'autre. Et vous avez le blanc d'œuf qui va s'écouler à l'extérieur de la coquille et qui va bien ramasser toutes les bactéries qui sont en suspension. Que l'œuf ait été mis au frigo ou pas. Si l'œuf n'a pas été mis au frigo, ça revient exactement au même. Vous avez le blanc de l'œuf qui va constamment lécher la coquille et qui va ramasser des bactéries. Alors, on a de la chance
c'est que généralement, on consomme les blancs d'œufs cuits. Donc les Mmh. bactéries, entre guillemets, on les tue. Mais beaucoup de gens font toujours, par exemple, leur mousse au chocolat à partir de blancs d'œufs crus. Mmh. Sans compter ceux qui vont mettre des blancs d'œufs crus dans toute une série de choses, y compris dans des cocktails, par exemple. Mmh. Donc là, vous avez des blancs d'œufs qui sont chargés en bactéries. Chose qui n'arrive pas lorsque vous utilisez un clarificateur à œufs, puisque vous coupez, je dirais, aux bactéries la possibilité d'aller contaminer le blanc. Vous Mmh. cassez l'œuf et vous le cassez directement sur le clarificateur. Donc, il n'entre pas en contact avec l'extérieur de la coquille de l'œuf. Oui. Donc, pour moi, c'est un très bon achat. Là, je le conseille. Qu'est-ce qu'on peut voir comme, même à la télé parmi les Ah professionnels oui, 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 qui oui, cassent oui. Ouh les là œufs? C'est là, c'est affolant, hein, c'est affolant. Alors, ce qui me fait affolant. le plus bondir, y compris chez les professionnels, c'est quand ils ont un bol, un plat, hein, dans lequel ils Oui, veulent casser des œufs et qui cassent l'œuf sur le bord du plat en sur question, le rebord, ouais. sur le rebord. C'est la meilleure manière d'avoir des bouts de coquille dans la préparation. Oui, un les bouts de coquille et 2 les salmonelles. Et deux, les salmonelles de toute façon. Mais Ouais. alors, les bouts de coquille, Ah oui, là, je alors, vous dis pas, hein, tout à fait. y compris chez de très grands chefs, hein. Absolument, absolument. Alors, le passe-bouillon et le chinois. Alors, le passe-bouillon et le chinois, ce sont des ustensiles indispensables en cuisine. Alors, le chinois, il existe plusieurs sortes de chinois. Il y a les chinois fins et les chinois gros. Il y a les chinois en maille et il y a les chinois qui sont faits d'une feuille de métal, de l'inox en principe, percée de minuscules trous. Et là, vous avez toute une série de trous de mailles différentes. Le chinois, à quoi sert-il? Il sert à égoutter des choses, par exemple quand on doit décanter un fond, mais il sert également à passer des sauces pour qu'elles soient plus fines. Alors, c'était ce qu'on utilisait anciennement à l'époque où il n'y avait pas de mixeur, hein. On passait par exemple une béchamel au chinois pour enlever les grumeaux qui pouvaient s'y trouver, hein. On passait des sauces brunes de cuisine classique, la sauce demi-glace, au chinois pour éviter éventuellement qu'il y ait des choses qui ne nuisent à la belle fluidité de la sauce. Bon, les Chinois en maille sont des nids à microbes. Je me demande si on en commercialise encore, mais je pense que j'en ai encore vu, hein, de ces Chinois en maille. Euh, Pourquoi? Parce qu'il est toujours très très difficile de bien nettoyer la maille des Chinois, Mmh. étant donné que c'est une maille en métal, qu'elle est fine, et après un certain temps, vous avez la maille qui commence à se boucher de choses qui restent, et on n'utilise plus que la partie inférieure de la maille, le reste étant bouché avec des saletés. Mmh. Donc, je ne vous conseillerais des Chinois qu'à une condition, c'est de prendre le chinois pointu, mais avec la partie métallique perforée de minuscules trous et non pas la partie en maille de fer, tout simplement. Mmh. Donc ça, c'est pour le chinois. Alors, le passe-bouillon est extrêmement intéressant. Il en existe de toutes formes et de toutes, enfin, surtout de toute taille, hein, des petits. Je dirais que ça commence quasiment à la passoire ratée, hein, parce que c'est finalement une passoire ratée de Mmh. grande Mmh. dimension. Mmh. Et puis, vous avez les passe-bouillons de plus grande dimension qui ont un diamètre d'à peu près, moi, je dirais 15-20 centimètres sans aucun problème, hein. Mmh. Alors, le passe-bouillon est extrêmement intéressant pour un autre usage que pour passer le bouillon. Il est extrêmement intéressant pour tamiser la farine, par exemple. Ah oui. Lorsque vous faites une préparation, on n'a pas toujours un tamis à farine sous Mmh. la main, on n'en a pas toujours, tout simplement. Par contre, c'est très intéressant parce que vous pouvez vous en servir avec une seule main, alors que le tamis à farine nécessite généralement les deux mains. Oui. Et que c'est un ustensile que vous achetez de manière spécifique. Vous pouvez faire toute la pâtisserie et toute la boulangerie que vous voulez, en tout cas au niveau ménager, avec uniquement un passe-bouillon qui vous sert de tamis à farine. Donc Ouais. ça, c'est très intéressant. Vous achetez évidemment le tamis à farine. Alors, deux types de tamis. Il y a le tamis en métal et il y a le tamis en plastique. Ouais. Il existe en nylon également. Le tamis en plastique, je vous le déconseillerais parce qu'il manque de solidité, tout simplement. Mmh. Mmh. Alors, il est très pratique, je veux dire, d'un point de vue de l'hygiène, mais quand vous l'aurez nettoyé à la brosse deux, trois fois, vous risquez de faire passer je dirais, le tamis lui-même au travers, il ne tiendra plus. D'accord. Pour revenir au chinois, pourquoi ce nom chinois, tu sais, Guy? Oui, parce que le chinois a la forme des chapeaux chinois. Ah d'accord, c'est pas oui, c'est vrai, Quand absolument, on le parce que retourne, hein, il est pointu, un peu tout comme à les fait, chapeaux chapeau chinois. chinois Oui, oui, anciennement, oui, enfin ouais. traditionnels qu'on voyait dans Oui, oui, bien la sûr. culture, dans les rizières. Tout à fait, Ça, qu'on voit c'est la toujours. raison.
tout à fait. On va terminer avec la saupoudreuse. Alors la saupoudreuse, plusieurs types de saupoudreuses, hein. Il y a la saupoudreuse, je dirais, à tube, en inox qui entre dans la saupoudreuse, qui sert à saupoudrer du sucre. Alors ça, c'est plutôt le modèle de salle. En réalité, c'est le modèle qu'on utilisait, c'est un modèle à visser, hein, le couvercle se visse, et puis on peut Mmh. régler la hauteur, qui est donc un tube biseauté des deux côtés. On pouvait régler la hauteur de manière à prendre plus ou moins de sucre. Si on descendait le tuyau le plus vers le bas, on en prenait peu. Si on le montait vers le haut, plus de sucre pouvait s'engouffrer dans le tuyau et on en mettait évidemment beaucoup plus sur les aliments qu'on était censé sucrer. Alors D'accord. c'est un modèle qu'on utilisait également en salle au niveau du personnel cette fois-ci et puis des clients lorsqu'on voulait par exemple préparer des crêpes flambées, hein, on devait Mmh mettre du mh. sucre Mmh. dans la poêle, on utilisait la saupoudreuse. On lui donnait également un autre nom un peu trivial que je ne vous répéterai pas ici, ma religion me l'interdit. Euh, donc on utilisait cette saupoudreuse également pour arrêter les flammes lorsqu'on voulait bon faire un peu de cinéma et arrêter les flammes d'un flambage pour un produit sucré évidemment, hein, Mmh. pas Mmh. pour un steak au poivre. Mmh. Alors D'accord. il existe d'autres types de saupoudreuses qui eux sont plutôt cantonnés à la cuisine ou à la pâtisserie. Ce sont des saupoudreuses munies soit d'une fine grille, soit d'une plaque perforée de petits trous comme une grosse salière en fait. Mmh. Alors on s'en sert pour deux choses, pour mettre du sucre glace que l'on va utiliser en garniture de pâtisserie ou de gâteau, mais également du cacao. Et alors on choisit évidemment la saupoudreuse en fonction du débit de la saupoudreuse. C'est-à-dire qu'il y a des saupoudreuses qui vont laisser passer beaucoup et des saupoudreuses qui vont laisser passer peu. Alors en fonction de ce qu'on va, je dirais, privilégier, on prendra une maille plus ou moins fine ou plus ou moins grosse. Alors pour saupoudrer, je vais vous donner un truc, pour saupoudrer les bords d'une tarte, par exemple. Mmh. Il y a une technique, hein. On doit tenir la saupoudreuse avec la partie, je dirais, de maille verticale et non pas à l'horizontale. Ah! Ah oui, on l'utilise pour que la poudre tombe verticalement, elle tombera toujours verticalement, mais qu'elle tombe en léchant la grille et non pas en renversant complètement la saupoudreuse, parce que sinon, on a une trop grande largeur. Or, lorsqu'on doit simplement poudrer le bord d'une tarte, on ne poudre que sur 2 centimètres de large à peu près. Donc, Mmh. si on retournait la saupoudreuse entièrement, on saupoudrerait sur 5 centimètres de large, ce ne serait pas Mmh. beau. Mmh. Donc, on doit toujours tenir la saupoudreuse et alors on fait un mouvement non pas de haut en bas, mais un mouvement latéral de gauche à droite. Mmh. Mmh. Ce sont toutes des techniques que le professionnel averti est capable de mettre en pratique. Eh bien, merci Guy pour, tous ces bons conseils sur ces gadgets. Et nous en avons encore, hein. Oui, oui, ben oui, et bon, voilà, j'ai épuisé ma liste. Mais il y en a encore, il y en a encore. Ah, il y en a encore, mais peut-être on les traitera une autre fois, Eh bien, bien sûr. hein. Bon, chers amis, voilà, faites bon usage de tout ce que Guy vient de nous dire. Merci Guy. À bientôt, Claude. À bientôt Guy, à bientôt chers amis.